Bonjour tout le monde, merci d'être aussi nombreux pour ce meet-up. Aujourd'hui, on accueille Chloé qui a l'habitude de faire des meet-up sur différents sujets. Aujourd'hui, elle veut nous présenter la flemme productive. Bonjour Chloé, je te laisse te présenter un peu en quelques mots. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Chloé, je suis ingénieure logicielle de formation. Je fais de la chefferie de projet et puis je suis conceptrice développeuse full stack. Je travaille aussi sur des concepts d'architecture logicielle poussée et depuis quelques années sur la productivité personnelle sans charge mentale et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je suis là pour vous parler productivité alors qu'hier, j'ai passé mon après-midi à la plage. Parce que le grand problème, je trouve, c'est que en fait, on nous vend la productivité comme une course sans fin à la performance. Avec cette croyance-là, en fin de journée, on finit complètement KO. Et dans le fond, est-ce qu'on a vraiment le sentiment d'avoir avancé sur ce qui était important et sur ce qui compte vraiment? Et si juste, pendant ce temps qu'on va passer ensemble, on arrêtait de confondre être occupé et être productif? Parce que je suis intimement convaincue qu'être occupé H24 devrait pas être un badge d'honneur. J'aimerais qu'on dynamise un petit peu l'introduction, et du coup, j'aurais 3 questions à vous poser. Bon, d'habitude, je vous propose de répondre à main levée, mais là, je crois qu'on a un petit sondage. La première question, c'est qui a la sensation d'être débordé ou d'avoir la tête absolument pleine? Question, je sais pas si tu vois au fur et à mesure les votes aussi, Chloé. Là, on a 80% de personnes ouais, qui disent oui pour la tête pleine, donc 80% qui pensent qui ont la sensation d'être débordés. Ouais, dans le petit onglet sondage, j'ai les réponses qui apparaissent. C'est ça. Merci. Bon, la deuxième question, c'est qui a au fond de son téléphone une to-do list qu'il n'a jamais terminée? Une pile de post-it dans un coin de son bureau, ça compte aussi. Et un carnet avec plein de notes qui n'ont jamais été terminées, ça compte aussi. Alors pareil, 80-20. C'est équilibré entre les questions. Qui a du mal à rester focus et à ne pas se disperser? Pareil, je crois qu'on est assez équilibré. En fait, dans le fond, on est tous concernés. On est tous concernés et c'est pas lié à un manque d'organisation ou à un manque de volonté. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment lié au monde dans lequel on évolue. Par exemple, en France, les études montrent qu'on reçoit des interruptions en permanence et on reçoit entre 60 et 80 notifications par jour. Ce qu'on oublie, c'est que ces notifications-là, elles ont un coût et elles ont un impact sur notre productivité. Ce que les notifs provoquent, c'est ce qu'on appelle le context switch. C'est qu'à chaque fois qu'on reçoit une notification, donc une interruption, on doit sortir de ce qu'on était en train de faire pour aller traiter la notification. Et ce changement de contexte, il va nous coûter entre 5 et 10 minutes à chaque fois. Donc on fait le calcul, 60 à 80 notifications par jour, ça nous coûte entre 5 et 15 minutes à chaque fois. On ne va pas être très productif dans une journée avec autant d'interruptions. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'infobésité. C'est l'impression qu'il y a toujours trop d'informations partout, tout le temps, et que tout est urgent et tout est important. Mais bon, est-ce que trop d'informations, c'est vraiment le problème? En fait, si c'était le cas, quand on rentrerait dans une bibliothèque, à cause du surplus d'informations et du nombre de livres, on mourrait instantanément. Alors c'est quoi le problème? Eh bien, Ben Elijah, c'est un auteur qui a beaucoup travaillé sur la productivité et qui explique que le problème, c'est pas trop d'informations partout tout le temps, c'est notre incapacité à décider ce qui mérite vraiment notre temps et notre attention. C'est notre capacité à mobiliser nos bonnes ressources au bon moment sur ce qui mérite notre temps et notre investissement. Sur le temps qu'on va passer ensemble, je vous propose de travailler sur ces 4 points-là. Comment est-ce qu'on avance sur ce qui compte vraiment? Comment est-ce qu'on peut identifier et gérer les priorités? Comment arrêter de se disperser et gagner en focus? Et puis surtout se sentir satisfait en fin de journée. Faire moins, mais mieux. Bon, on a beaucoup d'informations qui circulent devant nous tout le temps et en permanence. Il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas de vent favorable à qui n'a pas de port de destination. Concrètement, si on n'a pas d'objectif et si on ne sait pas où on va, c'est compliqué de décider ce qui mérite notre temps. Donc le premier chapitre sera consacré à avoir une vision claire et un objectif précis. On a tous 24 heures dans une journée, ça changera jamais. Donc on n'a pas besoin de plus de temps pour en faire plus, on a besoin de plus de focus. Deuxième chapitre, moins de dispersion, plus de concentration. Enfin, la théorie et la science, c'est bien, ça ne sert pas à grand chose si on ne l'applique pas. Alors comment est-ce qu'on applique la connaissance qu'on va construire ensemble aujourd'hui? Ce sera l'objet du troisième chapitre, passer à l'action et en faire juste assez.
Et puis enfin, à la fin de ce temps qu'on va passer ensemble, vous pourrez scanner un petit QR code qui va vous donner accès à plusieurs cadeaux et outils pratiques qui vous permettent de passer à l'action et de mettre en pratique les concepts et les notions qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Avant de se lancer, il y a quelques éléments qui sont bons à savoir. Déjà, je suis très contente d'être là et de participer à ce webinaire avec vous aujourd'hui. Et sachez que je travaille sur le sujet de la productivité personnelle depuis 2019, donc ça fait 6 ans. Et résumer toute cette connaissance en l'espace de quelques minutes, même d'1 heure, c'est très compliqué, donc il y a beaucoup de sujets que j'aurais aimé aborder, mais ça fera sûrement l'objet d'une nouvelle présentation plus tard. En tout cas, tous les concepts qu'on va voir ensemble, c'est des concepts qui sont basés sur la neuroscience. En bas de chaque diapositive, vous aurez les ressources sur lesquelles je me suis basée, les universités qui travaillent sur le sujet, et les recherches sur lesquelles je me suis appuyée pour avancer les propos que je vais avoir aujourd'hui. Pareil, on va voir beaucoup de concepts, beaucoup d'outils. Quand on veut travailler sur notre productivité, l'idée c'est de commencer à construire un système qui nous correspond et dans lequel on peut s'épanouir pour travailler. Ça se construit pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Et donc l'idée c'est de réussir je vous invite en tout cas à identifier une ou deux solutions, un ou deux concepts, un ou deux outils qui vous parlent, à les tester, à vous faire votre avis sur la question. Si ça vous correspond, à le garder comme première brique de votre système. Si ça ne vous correspond pas, peut-être à tester autre chose. Premier chapitre, une vision claire, un objectif précis. On se rappelle, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui n'a pas de port de destination. Concrètement, si on n'a pas d'objectif, c'est compliqué de savoir prioriser et de prendre des décisions. En fait, on a du mal sans objectif à identifier les leviers qui vont avoir un réel impact sur les objectifs qu'on veut atteindre. Et puis surtout, si on n'a pas d'objectif, on va être guidé par l'émotion. C'est pour ça que si on ne sait pas où on va clairement, eh bien, ça va être plus facile, par exemple, de procrastiner ou d'aller effectuer la tâche qui nous semble la plus facile ici et maintenant et qui nous inspire le plus. Ok, je vous parle d'objectif depuis tout à l'heure, mais c'est quoi un objectif? Un objectif, c'est un résultat qu'on souhaite qui ne se produit pas sans qu'on fasse quelque chose. En fait, dans la notion d'objectif, il y a vraiment la notion de résistance et de friction. Par exemple, regardez les derniers épisodes de ma série Netflix, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, il n'y a pas de friction, donc c'est pas un objectif en soi. Par contre, peut-être que me construire des abdos en béton pour cet été avec les beaux jours qui arrivent, ça va me demander de mettre en place des nouvelles habitudes, peut-être de changer de régime alimentaire, de commencer à avoir des bonnes habitudes sportives, de sommeil, d'hydratation. Bon là, en tout cas, il y a une notion de friction, il y a une notion d'effort. En fait, la notion d'objectif emporte vraiment la notion d'intention, d'effort et de friction. Ça doit nous demander un effort, il doit y avoir une résistance. Et pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué pour les humains de se fixer des objectifs? Oprah Winfrey répond bien à cette question, puisqu'elle explique que une des questions les plus difficiles pour un être humain à répondre, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Puis pour répondre à cette question, on a plusieurs options. Soit on peut redevenir des enfants, on peut commencer à s'autoriser à rêver. On peut aussi comprendre que cette merveilleuse expérience qui s'appelle la vie arrive un jour à sa fin, donc on peut se projeter sur notre lit de mort et se dire qu'est-ce que j'aurais aimé accomplir? Ou alors, on peut aussi aller se promener à la plage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on va se balader à la plage, au bout de 30 minutes, en moyenne, on a résolu la plupart de nos problèmes. Pourquoi? Parce que la science et la recherche, elle explique que aller se balader seul, sans bruit, ça permet un retour au silence. Et ce retour au silence, il nous permet d'entendre notre petite voix intérieure. Cette voix intérieure, elle sait ce qu'on veut profondément, et elle sait ce qui est aligné avec nous, avec nos valeurs et avec notre identité. Cette voix, elle nous permet d'identifier ce qu'on appelle un objectif autoconcordant. Bon, c'est un gros mot. Un objectif autoconcordant, ça veut dire un objectif qui est aligné avec nos valeurs profondes, avec notre identité personnelle. Et c'est très différent des objectifs de je dois. Un objectif je dois, c'est je vais parler de moi, mais j'ai des amis qui font par exemple le mois de janvier sans alcool. Ça typiquement, c'est pas un objectif qui me parle, c'est pas aligné avec mes valeurs. Donc j'ai essayé de tenir un mois sans alcool en janvier. Les premiers jours c'est facile, les premiers verres c'est facile à refuser. Et puis au bout d'un moment, je me demande mais pourquoi je fais ça et finalement je tiens pas mon objectif. Donc pour savoir si un objectif est vraiment autoconcordant, l'idée c'est de répondre à cette question. Est-ce que je veux vraiment ça pour moi ou est-ce que je pense que c'est ce que je devrais vouloir? Pour qu'un objectif tienne dans la durée, en fait, il faut deux choses.
et pour qu'il soit facile à tenir. Il faut ce qu'on appelle la volonté, le pourquoi, et la manière, le comment on va atteindre notre objectif. Pourquoi c'est important? Parce que ça va faire appel à 2 fonctions du corps humain. La volonté, le pourquoi, fait appel à notre système de récompense, j'ai jamais réussi à dire ce mot, dopaminergique, enfin en tout cas au système de dopamine, de récompense de dopamine du corps humain. En fait, la volonté, notre pourquoi fait appel à notre motivation et à nos émotions. Le pourquoi, c'est pourquoi est-ce que je veux du changement, pourquoi est-ce que je veux atteindre cet objectif. Pour identifier notre volonté, notre pourquoi, on peut se poser 3 questions. Pourquoi le changement de comportement il est important pour moi? Pourquoi est-ce que je veux changer? Pourquoi maintenant et pourquoi est-ce que c'est le bon moment? Je vous ai dit qu'il fallait 2 choses, la volonté, le pourquoi et la manière, le comment atteindre notre objectif. Le comment, c'est important parce que ça fait appel, hop, dans l'autre sens, ça fait appel au cortex préfrontal et aux fonctions exécutives de notre cerveau. Le comment va faire appel à la pratique, à comment est-ce que j'atteins mon objectif, comment est-ce que je mets mon plan d'action en marche. Pareil, quelques questions qu'on peut se poser. Comment est-ce que le changement de comportement va se dérouler? Quelles compétences et capacités est-ce que ça va me demander? Quel est mon plan d'action spécifique? Et comment est-ce que je saurai que j'ai atteint mon objectif? Je vous invite vraiment à faire l'exercice parce que quand on répond à ces quelques questions, d'un coup, c'est très facile de se motiver, on sait où on va et l'énergie vient très naturellement. C'est assez surprenant comme exercice et comme sensation. Quand on se fixe des objectifs, souvent on commet 5 grandes erreurs. C'est pour ça qu'ils sont aussi difficiles à tenir. La première erreur, c'est qu'on se concentre uniquement sur le comment sans comprendre le pourquoi. On se rappelle que le pourquoi, c'est ce qui va nous permettre de ressentir une récompense. Quand on oublie notre pourquoi, on perd la motivation. Je vous parlais tout à l'heure du mois sans alcool en janvier. Bah, typiquement, moi, c'est pas quelque chose qui me parle. Par contre, j'ai eu envie de tester un mois sans alcool, mais différemment. C'était sans alcool en semaine, ou alors 1 ou 2 verres, mais très réduit. Et je voulais voir quel impact ça avait sur ma capacité à me motiver le matin, sur ma capacité à aller au sport et à me lever, et sur mes fonctions cognitives. Et ça me parlait. Et du coup, ça a été très facile à tenir, si bien qu'au bout d'un mois, j'ai décidé complètement de supprimer l'alcool en semaine. Parce que c'est un objectif autoconcordant qui est aligné avec mes valeurs et avec ce que je veux pour moi. La deuxième grande erreur, c'est se fixer trop d'objectifs en même temps. La recherche, elle montre que trop d'objectifs en même temps, ça crée une surcharge cognitive et ça réduit nos chances de réussite. C'est pour ça qu'on aura tendance à conseiller de se fixer pas plus de 3 tâches par jour ou 3 objectifs en même temps, maximum. La troisième erreur, c'est choisir des objectifs trop ambitieux ou trop faciles. On se rappelle, un objectif doit nous demander une friction et un effort. La recherche, elle montre que si notre objectif il est sur le sweet spot, qu'il est pas trop ambitieux, mais pas trop facile, qu'il est atteignable sans sembler impossible, et ben, ça va augmenter notre motivation et au moment où on va atteindre notre objectif, on va se sentir particulièrement satisfait. Donc choisir des objectifs trop ambitieux ou trop faciles, c'est le troisième piège. Le quatrième, c'est de définir des objectifs trop vagues. Pour éviter de définir des objectifs trop vagues, la question à se poser, c'est comment est-ce que je saurai que j'ai réussi? On entend souvent, pareil, en janvier, ma nouvelle résolution, c'est de me mettre au sport. Concrètement, me mettre au sport, ça ne veut pas dire grand-chose. Peut-être que pour vous, se mettre au sport, c'est par exemple, quand je reviens des courses, pouvoir porter mon pack d'eau entre mon garage et mon chez-moi et peut-être mon frigo, sans m'arrêter 5 ou 6 fois, et sans transpirer. Peut-être que c'est monter les escaliers sans trop de difficultés. Ou peut-être que c'est avoir un certain physique ou être fier de ce qu'on voit dans le miroir. Ben ça, c'est aligné, c'est plus en lien avec nos valeurs, encore une fois. Et du coup, l'objectif est très concret, il est mesurable. On sait comment est-ce qu'on aura atteint notre objectif. La cinquième erreur, c'est ne pas utiliser la méthode High-Low Range Goals.
La recherche, elle montre qu'il est plus facile d'atteindre un objectif en fourchette. Ça veut dire qu'il est plus facile de perdre entre 2 et 4 kilos que 3 kilos. Il est plus facile d'aller à la salle de sport 4 à 5 fois par semaine que 3 fois. Donc la 5e erreur, c'est d'oublier de fixer des objectifs en fourchette large. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Eh bien qu'une vision claire, elle permet d'identifier et de prioriser les actions à fort impact. Si on sait où on va, on sait ce qui mérite notre temps. Elle permet d'améliorer notre productivité puisqu'elle réduit le stress en augmentant notre motivation et notre satisfaction quand on réussit. Et elle nous permet de prendre des décisions sur ce qui mérite vraiment notre temps, puisqu'on se rappelle, le problème, c'est pas trop d'informations, c'est notre capacité à définir ce qui mérite notre temps et nos ressources. Et donc enfin, avoir une vision claire, ça nous permet de dire non sans culpabiliser. Avoir un objectif clair, ça permet d'augmenter la productivité, de réduire le stress, et ça optimise nos prises de décision. C'est pour ça qu'en entreprise, on aura par exemple tendance à conseiller aux managers, selon ces recherches-là, de proposer de fixer des objectifs qui sont alignés avec chacun, mais aussi alignés avec la stratégie de l'entreprise. Mais que chaque individu puisse se retrouver dans les objectifs, puisque pour atteindre les objectifs stratégiques, avoir des équipes motivées, ça passe aussi par avoir des objectifs intrinsèques qui leur correspondent. Chapitre 3. Moins de dispersion, plus de concentration. On se rappelle, on a tous 24 heures dans une journée, on n'a pas besoin de plus de temps, mais plus de focus parce que notre temps est très précieux. Aujourd'hui, on a oublié que le numérique a un impact sur notre santé mentale. Il est banal, il fait partie de notre quotidien et on en oublie que ça a des conséquences aussi sur notre productivité et sur notre charge mentale. Par exemple, en France, 31% des Français se sentent mal à la perte de vue de leur téléphone. 45 minutes, c'est le temps au bout duquel nos performances cognitives diminuent quand on est sur écran. Donc au bout de 45 minutes, les tâches qu'on va être en capacité d'accomplir vont être très réduites et la qualité du travail qu'on va produire va aussi réduire de façon significative. En réalité, il y a 3 choses qui altèrent nos fonctions cognitives. La première, c'est l'infobésité, c'est le trop d'informations partout, tout le temps. La deuxième, c'est les interruptions, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le nombre de notifications et le contexte switch. Et le multitâche. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont capables de faire du multitâche. En tout cas, la science, elle montre que le multitâche, c'est impossible et qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est alterner plusieurs tâches très rapprochées en même temps, un peu comme nos processeurs sur ordinateur qui ne vont pas traiter un processus en continu, mais qui vont alterner entre plusieurs tâches. Par rapport à l'infobésité, en moyenne, on reçoit 144 emails par semaine, et si on est chef d'entreprise, on va en recevoir plus de 300 par semaine. Pour donner un ordre d'idée, 144 emails par semaine, ça fait à peu près 20 emails par jour. Les interruptions, on en a parlé tout à l'heure, on reçoit en moyenne 60 à 80 notifications par jour. Et le coût d'une interruption nous coûte entre 5 et 15 minutes. On l'aura compris, la première étape pour avoir plus de focus, c'est de supprimer les sources de distraction. Vous allez me dire, c'est cool, mais moi, mes meilleures idées, je les ai quand... Enfin, en fait, le problème, c'est que nos meilleures idées, on les a quand on est sous la douche, quand on conduit, quand on est en train de cuisiner, quand on a plein les mains ou qu'on est en train de changer les enfants. Et puis aussi, les distractions, elles viennent à l'intérieur de nous. C'est par exemple les moments où on est en réunion et puis qu'on remarque que la cravate bleue de notre collègue en face, elle est exactement de la même couleur que notre voiture, que ce week-end, on part avec cette voiture-là et qu'il faut absolument qu'on la lave. Et d'ailleurs, on part en week-end avec telle personne, et puis il va se passer ça, il faut aussi qu'on pense à ça, et on est déjà en train de partir très loin et de déconnecter totalement de la réunion sur laquelle on devrait se concentrer. C'est aussi pour ça que quand on ouvre un mail, on peut par exemple se retrouver à trouver un lien, par exemple, de telle personne qui a l'air de faire des trucs chouettes sur LinkedIn. On clique sur le lien. Ah tiens, il a fait une visio, un webinaire qui est sur YouTube. On clique dessus, puis on finit par regarder des chats sur Internet et perdre une demi-heure. Ça, c'est toutes les distractions qu'on a qui sont internes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces idées et tout ce qui passe dans nos têtes, on peut les capturer. En fait, une idée... Enfin, il y a 3 étapes quand on a une idée ou quand on veut traiter une idée. La première étape, c'est le moment où on a l'idée. La deuxième, c'est le moment où on l'exprime. Et la troisième, c'est le moment où on va la juger, où on va prendre une décision à son sujet.
La capture d'idées, c'est un outil qui va nous permettre de capturer tout ce qui passe dans nos têtes. L'idée, c'est d'avoir un outil qu'on a par exemple dans la poche ou qui est toujours à disposition. Ça peut être un téléphone, ça peut être un carnet de notes, ça peut être une to-do list, n'importe quoi, mais juste qu'on puisse capturer tout ce qui nous passe par la tête au moment où on l'a. L'idée, c'est avoir l'idée, l'exprimer et ne pas la juger parce que c'est pas le moment de la juger. Ça permet de créer ce qu'on appelle une poubelle à cerveau. La poubelle à cerveau, elle permet de tout décharger à un seul endroit. Ça libère beaucoup d'espace psychique. Et c'est ce qui va aussi nous permettre dans un second temps de traiter ce qui mérite notre temps ou pas. En tout cas, au moment où on a l'idée, c'est pas le moment de la juger, c'est juste le moment de la déposer pour qu'elle sorte de notre esprit et qu'on puisse se concentrer sur ce qui est important ici et maintenant. Ok, alors comment est-ce qu'on rédige ce qu'on capture? Bien, si c'est une tâche, souvent on oublie qu'au moment où on rédige une tâche ou on capture une idée, on va inscrire une idée dans un système, carnet de notes, téléphone, Notion, ce que vous voulez. Au moment où on la capture, on a un contexte. Mais notre nous de demain ou notre nous de dans 15 minutes aura moins de contexte que ce qu'on a aujourd'hui au moment où on capture l'idée. C'est par exemple, je vais acheter du chocolat pour la fête des mères dimanche et je vais juste écrire chocolat sur ma to-do list. Mais ça va avoir un coût parce que la perception qu'on va avoir de la tâche va nous sembler très importante et la difficulté à la réaliser va nous sembler très importante. Et en plus, on va avoir un effet où il faut qu'on essaye de se souvenir de pourquoi on a écrit ça, dans quel contexte on était, pour essayer de se souvenir de la tâche qu'on a à réaliser. Alors comment est-ce qu'on rédige une tâche qu'on va pouvoir comprendre dans quelques jours ou dans quelques minutes? L'idée, c'est d'abord d'avoir un verbe, un sujet et un objet. Donc dans notre exemple d'acheter du chocolat pour la fête des mères dimanche, le verbe c'est acheter, le sujet c'est du chocolat, et le pourquoi c'est pour la fête des mères. En rédigeant des tâches de cette manière-là, je sais pas comment vous percevez les choses, mais en tout cas, si j'ai sur ma to-do list chocolat, ça me semble beaucoup plus difficile à réaliser et beaucoup plus facile à procrastiner que si je peux lire acheter du chocolat pour la fête des mères dimanche, parce que je suis en train de mettre du sens dans la tâche. Je parlais de capture d'idées tout à l'heure. Le problème avec les outils de capture qu'on a sur Windows par exemple ou sur beaucoup d'outils, c'est qu'au moment où on va capturer la tâche, on va tout de suite nous demander de renseigner à qui est-ce qu'on veut attribuer la tâche, pour quand est-ce que c'est, sur quel projet est-ce qu'on veut l'affecter, quel est le temps nécessaire pour réaliser la tâche, et ça prend une énergie folle, et en plus ça provoque ce qu'on appelle le contexte switch. L'idée, c'est de pouvoir créer un système sur votre ordinateur où vous pouvez, grâce à un simple raccourci clavier, ouvrir une fenêtre, saisir ce qui vous passe par la tête, votre idée, et l'enregistrer dans le système. En fait, en moyenne, notre cerveau est capable de retenir à peu près 10% de toute l'information qu'on voit et qu'on lit. Notre cerveau est très doué par contre pour créer des connexions et pour créer des choses. Donc l'idée en capturant des idées, c'est de le libérer et de déléguer la mémorisation à un vrai disque dur qui est capable de faire ça bien mieux que le cerveau humain. Donc par exemple, sur mon système, je sais juste CTRL-E, ça m'ouvre une fenêtre, je capture mon idée, c'est enregistré. Et puis sur mon téléphone, j'ai un petit bouton de plus, comme ça, qui me permet d'ouvrir une fenêtre, pareil, je capture l'idée, et ça s'inscrit sur mon Notion. Comme ça, tout est sauvegardé dans mon système. Et on verra juste après comment est-ce qu'on traite toute cette information. Bon, maintenant qu'on a compris comment est-ce qu'on coupe les distractions internes, j'aimerais qu'on parle de comment est-ce qu'on coupe les distractions externes et comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans un état de concentration intense. Comment est-ce qu'on crée du focus. Le deep work, c'est basé sur la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est basée sur le fait que notre organisme et notre corps humain réagit à des stimuli. Concrètement, le matin, vous entendez votre réveil sonner. Vous savez que c'est le moment de se lever, de se bouger, d'aller s'habiller et puis de se préparer pour partir. Si on change le réveil, le bruit du réveil ou la sonnerie, le risque c'est qu'on n'identifie plus ce son-là au fait qu'il faut se lever. Ce qui se passe en réalité, c'est que notre corps donc réagit à un stimuli et donc à un comportement naturel qui est associé à ce stimuli. Et donc le deep work, c'est de venir créer des stimuli avec nos 5 sens pour pouvoir créer
un sentiment ou un automatisme dans le cerveau. Au moment où il sera stimulé d'une certaine façon, c'est le moment de se mettre au travail. Pour ça, on a nos 5 sens. Et donc, on peut par exemple faire appel à l'ouïe. Un stimuli auditif, ça pourrait être de toujours mettre le même son, le même style de musique quand on se met au travail. Sur le visuel, certains travaillent avec des grosses LED bleues en face d'eux. Et donc le cerveau va associer ce stimuli de la lumière bleue, pareil, à un moment où il faut se mettre à travailler. On a aussi le toucher, donc on peut s'installer dans une position particulière, ou alors avoir une tenue ou un style vestimentaire particulier qui va être associé au travail. On en a beaucoup entendu parler pendant le Covid. Est-ce que c'était une bonne idée de travailler en pyjama? Et ben, selon la PNL, a priori, c'est pas la meilleure des idées parce que le pyjama est associé à un moment plus détente. Et donc, pouvoir se mettre en tenue de travail, ça nous met déjà dans un conditionnement de je dois me mettre au travail. L'olfactif peut mettre par exemple des huiles essentielles ou alors se préparer un bon café. Ce qui est cool avec le café, c'est qu'on a l'odeur, mais on a aussi le goût. Quand on veut mettre en place le deep work, ça demande un petit peu de travail parce que l'idée, c'est de venir créer un conditionnement et des automatismes. Donc l'idée, c'est de venir créer une routine où tous les matins, on va mettre en place des habitudes qui vont faire appel à nos différents sens. Une fois que notre corps aura intégré que ces habitudes-là sont liées à un état de concentration intense, et on va pouvoir passer dans un état de concentration intense et se mettre au travail presque en un claquement de doigts. Et moi, ça fait des années que je fais ça, et c'est assez flagrant à quel point je peux me conditionner comme ça au travail, et aussi à quel point c'est difficile parfois pour moi de sortir d'un état de concentration intense, parce que je suis tellement concentrée et habituée à être stimulée d'une certaine façon quand je me mets au travail, que du coup, je rentre en état de concentration quasiment instantané. Le deep work, c'est souvent des sessions de travail de 2 heures, qu'on peut faire le matin, parce que c'est là que nos performances cognitives sont les plus importantes. Et on va pouvoir aligner du coup beaucoup de tâches en l'espace de 2 heures, en passant dans cet état de concentration et de focus. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Moins de dispersion, plus de concentration. Notre surcharge cognitive est liée au monde dans lequel on évolue. On l'a compris, le numérique a un vrai impact sur notre santé mentale et sur notre capacité à réaliser des tâches. La capture d'idées, comment est-ce qu'on peut mieux organiser nos actions? L'idée, c'est de libérer notre cerveau en créant un lieu pour décharger nos idées, une espèce de poubelle à cerveau. Tout ce qui nous passe dans la tête, on peut le décharger quelque part, le poser et le confier à un système qui est capable de mémoriser pour nous. Le deep work, qui nous permet de produire rapidement un travail de haute qualité, en nous permettant de nous plonger dans un état de concentration intense et sans interruption. Moins de dispersion, plus de concentration, ça passe surtout par réduire la dispersion, donc réduire le bruit, et maximiser le focus en structurant notre attention et notre énergie mentale à un seul et même endroit. Passer à l'action et en faire juste assez. Comment est-ce qu'on sait s'arrêter sans stresser? On a compris, il nous faut un objectif clair, il faut savoir ce qu'on veut et où on veut aller. On a compris que pour ça, il faut comprendre le pourquoi on veut atteindre cet objectif-là, comment on va l'atteindre, et puis que se fixer 3 à 4 actions par jour, c'est suffisant. On sait comment capturer l'information, se libérer l'esprit, on sait comment créer du focus, donc créer des bonnes conditions de travail. Mais la question après, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a capturé, comment on trie et comment est-ce qu'on priorise? Pour trier nos idées, je vous propose de vous appuyer sur la méthode Getting Things Done de David Allen. Parce que c'est une méthode qui va vraiment nous permettre de purifier notre système, de purifier l'endroit où on a mémorisé tout le contenu qui nous traversait l'esprit, pour pouvoir créer du focus et vraiment se concentrer sur ce qui mérite notre attention. Pour ça, la première question à se poser, c'est sur la tâche que je suis en train de traiter, est-ce que j'ai envie de la faire? Si la réponse est oui, pourquoi est-ce qu'elle mérite d'exister dans mon système? Pardon. Si la réponse à est-ce que je veux faire cette tâche est non, la question suivante à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'elle mérite d'exister dans mon système? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va capturer énormément de choses, donc ça sera normal de supprimer aussi énormément de choses. Plus on supprime, plus on se concentre sur l'essentiel. Donc, si on supprime beaucoup, c'est vraiment un très bon signe. Si la réponse à pourquoi cette tâche elle mérite d'exister, elle fait sens. L'idée, c'est d'archiver la tâche. Si la tâche elle est archivée, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va prendre de la place dans notre système. Donc il faut que la tâche ou l'idée elle mérite d'exister.
Souvent, ce qu'on archive, c'est des tâches ou des idées qu'on aimerait faire plus tard. Souvent, c'est juste pour nous déculpabiliser. En tout cas, sachez que c'est une option. On peut aussi archiver ce qu'on souhaite garder. On en revient à la base de notre arbre. Est-ce que je veux faire cette tâche? Si la réponse est oui, est-ce que je peux faire cette tâche en moins de 2 minutes? Ce qu'il faut comprendre, c'est que faire quelque chose de cette tâche ou la classer quelque part, ça va sûrement nous prendre plus de 2 minutes. Donc autant la réaliser tout de suite et puis avoir le sentiment d'avancer. Maintenant, si la réponse est non, je ne peux pas faire cette tâche tout de suite en moins de 2 minutes, l'idée c'est de la defer, donc en anglais, donc en français ça va être de la remettre à plus tard, pour pouvoir la programmer sur une session de travail dédiée, où on va vraiment être focus pour réaliser cette tâche. Ok, est-ce que je veux vraiment faire cette tâche? Si la réponse est oui, la question suivante à se poser, c'est suis-je la bonne personne pour le faire? Si la réponse est non, je vous invite à déléguer. Et vraiment, quand on arrive à faire de ce système de tri une habitude au quotidien, et qu'on prend le temps de regarder ce qu'on peut aussi déléguer, vous serez vraiment surpris de la quantité de choses qu'on peut déléguer à quelqu'un d'autre et de la quantité de temps qu'on peut se libérer. En tout cas, si on capture au quotidien, l'idée c'est de venir créer une habitude quotidienne où on va venir trier tout ce qu'on a capturé pour, à la fin de la journée ou à la fin de notre session de tri, avoir une liste de tâches, de choses qu'on veut faire, qui ne peuvent pas être déléguées, qui ne peuvent pas être faites tout de suite, pour pouvoir programmer une session de travail. Je vous parle de session de travail et je ne peux pas parler de travail sans vous parler de la loi de Parkinson. Sûrement une loi que beaucoup connaissent. La loi de Parkinson, elle explique que le travail se dilate pour remplir le temps disponible. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne me fixe pas de limite pour réaliser une tâche, je vais prendre tout le temps que j'ai à disposition. Par exemple, si je dois faire un compte-rendu pour une réunion, que je passe 30 minutes sur mon compte-rendu ou que je passe 2 heures, dans les deux cas, la loi de Parkinson, elle explique que le résultat sera vraisemblablement le même. La différence, c'est que dans un cas, ça nous aura pris 30 minutes et dans l'autre cas, ça nous aura pris 2 heures. Quand on se fixe une limite, même si elle est très optimiste, nous permet aussi de faire preuve de créativité, de mettre des choses en place pour réaliser des tâches plus rapidement. Si vous avez 30 minutes pour réaliser un compte-rendu, vous pouvez être sûr que vous allez faire preuve de créativité, peut-être faire appel à l'IA, et ce ne sera pas la même chose si on se fixe 2 heures pour réaliser cette même tâche. Attention à la to-do list. Bon, en introduction, on parlait de la to-do list, et beaucoup ont des to-do list visiblement ou des piles de post-it dans un coin de leur bureau. Le vrai problème avec la to-do list, c'est qu'on travaille en ce qu'on appelle un flux poussé, qu'on pousse continuellement de l'information. Et puis résultat, en fin de journée, souvent on a moins dépilé, donc on a réalisé moins de tâches que ce qu'on a ajouté pendant la journée à notre to-do list. Et puis en plus, la plupart des tâches qu'on a, elles ont été rédigées il y a plus de 3 semaines. La recherche, elle montre que tout ce qui est rédigé il y a plus de 3 semaines avait du sens à l'instant où on l'a rédigé, mais 3 semaines plus tard, donc aujourd'hui, elle n'a probablement plus de sens. En plus, le fait d'avoir procrastiné, ça provoque un phénomène de surperception de la difficulté. Et donc la tâche, elle va être encore plus difficile à réaliser. C'est par exemple ce qu'on va ressentir quand on est devant la piscine et qu'on sait que l'eau est froide, ou en Bretagne devant la mer. Plus on attend et plus on procrastine notre entrée dans l'eau, plus on va avoir l'impression que l'eau est froide. C'est la même chose sur notre to-do list. Pour pallier à ça, je vous propose cet outil qui s'appelle le Personal Kanban, qui va nous permettre aussi de planifier nos sessions de travail sur la semaine. Le Personal Kanban, c'est 6 colonnes. La première colonne, c'est à faire. Donc c'est si on a appliqué la capture d'idées, puis le tri d'idées. À faire, normalement, c'est tout ce qui nous reste à la fin de notre tri. La deuxième colonne, c'est aujourd'hui. Troisième colonne, c'est demain. Quatrième colonne, après-demain. Cinquième colonne, semaine prochaine. Et puis, dans 3 semaines, ma colonne préférée, jamais. L'idée, c'est que tout ce qu'on n'est pas capable de programmer au-delà de 3 semaines, il y a très peu de chances qu'au moment où on a, où on a le temps et l'énergie pour le faire, ça n'a plus de sens. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous libérer de l'espace, à déculpabiliser et à parfois remettre des tâches à jamais parce qu'on sait que ça ne fera plus sens dans quelques semaines, quelques mois.
Donc cette colonne-là, c'est vraiment ma colonne préférée parce qu'elle libère beaucoup d'espace psychique et elle permet aussi de se concentrer sur ce qui est important à l'instant où on est en train de travailler par rapport à nos objectifs du moment. La productivité personnelle. En fait, quand on parle d'organisation personnelle et de gestion de notre temps, on se rend compte qu'on a besoin de 3 outils. Le premier, c'est d'avoir des repères temporels, donc un calendrier. Le deuxième, c'est de garder une trace de nos connaissances. Et le troisième, c'est de pouvoir passer à l'action avec une to-do list. Aujourd'hui, on s'est concentré uniquement sur le passage à l'action, mais sachez qu'il existe autant de recherches et de théories sur les bonnes pratiques et les outils qu'on peut mettre en place sur notre calendrier ou sur nos carnets de notes. Par rapport au deep work, je voulais vous parler de l'application Forest, qui est une application qu'on peut lancer sur notre téléphone pour pouvoir passer en mode deep work, donc en session de travail intense, pendant 2 heures. L'idée de l'application, c'est qu'au moment où vous lancez votre session de travail, vous avez un petit arbre qui commence à pousser. Si vous interrompez votre session de travail, l'arbre meurt. L'objectif, c'est de créer un très beau jardin et donc d'avoir des sessions de travail optimisées de 2 heures sans interruption. Pour ce qui est des repères temporels et de garder une trace de nos connaissances, je vous ai mis quelques outils ici. Donc on n'aura pas le temps d'explorer aujourd'hui. En tout cas, sachez que ces outils-là existent pour la gestion des tâches, le passage à l'action, la collaboration en équipe, la gestion de notre temps et puis la prise de notes. Qu'est-ce qu'on retient? Faire moins mais mieux. Un objectif clair. Que veux-tu vraiment et pourquoi est-ce que tu le veux? Un plan d'action. Comment est-ce qu'on va atteindre cet objectif? Couper les distractions, internes et externes. Trier nos idées. Planifier nos sessions de travail. Et surtout, fêter nos victoires. La science, elle montre qu'au moment où on se fixe un objectif, si on définit aussi comment est-ce qu'on va fêter l'atteinte de cet objectif-là, on augmente nos chances de réussite et au moment où on va pouvoir fêter la réalisation de nos objectifs, on va être d'autant plus satisfait, ce qui va créer un cercle vertueux aussi pour la fixation de nos prochains objectifs et l'atteinte de nos prochains objectifs. Donc pensez à définir comment vous fêtez vos victoires au moment où vous fixez des objectifs. La dernière notion que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'illusion incrémentale. C'est une étude qui a été faite à l'université de Chicago où on a pris 2 groupes de clients qui devaient... En fait, on a pris 2 groupes de travail, un groupe de référence et puis un groupe d'expérimentation. Dans le premier groupe, on leur a dit vous devez acheter 10 cafés dans telle boulangerie pour obtenir un café offert. Dans le second groupe, on leur a dit vous devez acheter 12 cafés pour obtenir un café offert. Cette étude elle montre que dans le second cas, où on a proposé aux personnes d'acheter 12 cafés pour avoir un café offert, la carte de fidélité a été remplie beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que sur cette carte de fidélité où il y avait 12 cafés pour avoir un café offert, on avait coché les 2 premières cases. Et donc les clients avaient l'illusion qu'ils avaient déjà avancé vers leur objectif d'acheter 12 cafés. Et donc ça a augmenté leur motivation. C'est pourquoi aujourd'hui, si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à sortir vos téléphones, parce que ça va être le moment de scanner les petits cadeaux que je vous ai préparés et qui vont vous permettre de passer à l'action. C'est une première action que je vous propose de prendre ensemble pour pouvoir nous lancer et puis nous donner l'illusion qu'on est en train d'avancer vers notre objectif, de mieux gérer notre temps et notre productivité personnelle et aussi notre charge mentale. Vous allez voir en arrivant sur la page, je vais vous demander de saisir votre nom, prénom et adresse mail. C'est simplement parce que ça va me permettre de tout vous envoyer en un seul et même endroit et puis de tout rassembler, comme ça on évite l'infobésité, on centralise et puis on se libère de l'espace. Sachez qu'à la fin du mail que vous allez recevoir, évidemment, il y aura un énorme bouton pour vous désabonner. Je vous en voudrais pas si vous vous désabonnez. Sachez toutefois que je travaille sur un projet qui est en lien avec la productivité personnelle sans charge mentale. Je ne sais pas encore quoi, mais en tout cas, si vous voulez être tenu au courant, ça se passera dans vos mails. Dans ces cadeaux, vous allez retrouver un template pour définir vos objectifs. Je vous invite vraiment à le sortir à chaque fois que vous avez le sentiment d'être dans le flou, ou de ne pas savoir ce qui compte vraiment, et que vous avez du mal à prioriser. Vous allez aussi retrouver un premier outil qui va vous permettre de tester la capture d'idées, un deuxième outil qui va vous permettre de trier, et puis un dernier outil qui va vous permettre de planifier vos sessions de travail sur la semaine. Sachez que préparer cette conférence, ça demande énormément de temps. Comme je vous le disais, c'est rassembler 6 années de travail en l'espace de quelques minutes.
Je fais tout ça parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui a profondément changé mon quotidien, et donc j'ai envie de le partager. Si vous voulez me remercier, je suis très friande des avis parce que ça me permet de progresser. Donc je vous invite vraiment à scanner ce QR code-là pour me laisser un avis, je vous en suis très reconnaissante. Vous avez mon compte LinkedIn si vous voulez qu'on reste en contact. Je suis aussi membre des Duchesses France, qui est une association, une communauté de femmes ingénieures, donc voilà, qui porte beaucoup d'initiatives très intéressantes. Et puis je suis aussi cofondatrice du collectif de freelance iWeb, je n'en ai pas parlé en introduction. Voilà. Et je vous remets tous les QR codes. Donc vous allez retrouver du coup mon compte LinkedIn, le QR code à scanner pour laisser un avis. Je vous remercie par avance. Et puis le dernier QR code pour récupérer vos cadeaux. Le Pomodoro, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode qui est basée sur la recherche aussi, qui montre qu'en moyenne, on a une capacité de concentration de 25 minutes. Donc l'idée du Pomodoro, c'est une technique où on va venir alterner du coup des sessions de focus de 25 minutes et puis des courtes pauses de 5 minutes. Sur cette méthode-là, à mon avis, ce qui est important de toute façon quand on constitue un système ou qu'on commence à mettre en place des méthodes pour augmenter notre productivité ou pour se sentir plus léger, c'est vraiment de trouver ce qui nous correspond à nous. Donc c'est vraiment de tester et puis de voir si ça nous correspond ou pas. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelques questions qu'on peut se poser à la fin d'une session de Pomodoro pour savoir si on part dans la bonne direction. C'est est-ce qu'il y a eu des distractions qui m'ont sorti de mon focus sur ce que je devais réaliser? Qu'est-ce que je veux planifier pour ma prochaine session de travail à Pomodoro? Ça, c'est hyper important de se définir un objectif sur les 25 minutes parce que on fait appel à la loi de Parkinson. Et puis, si on est adepte du deep work, ce qui est conseillé quand même, c'est de mettre en place le deep work le matin, donc d'avoir 2 sessions de 2 heures de travail. On rentre vraiment dans un état de concentration intense et on va venir produire du travail de qualité pendant 2 heures. Le matin, parce que c'est là que nos fonctions cognitives sont les plus performantes. Et le Pomodoro, c'est vraiment intéressant si, pour l'après-midi, où on peut être un peu plus fatigué, ou après le déjeuner, par exemple, où on se sent un peu moins disponible énergétiquement. Parce que le Pomodoro, ça va nous permettre de fixer un objectif court, et puis ça nous permet de réaliser plein de petites tâches. Donc par exemple, c'est l'idéal pour le traitement des mails, ou pour le traitement des messages, de toutes les petites interruptions, et puis des tâches très courtes. Voilà ce que je peux partager sur cette méthode-là. Et pareil, il existe une application que vous allez aussi retrouver dans les cadeaux, qui s'appelle Focus To Do, qui fonctionne super bien et qui sonne toutes les 25 minutes. Ah si, ce que je peux rajouter, c'est que sur les pauses de 5 minutes, comme on est sur des métiers, en tout cas je parle pour moi, des métiers très numériques, où on est beaucoup devant l'écran, c'est aussi le moment où on peut se lever et puis aller regarder dehors pour la fatigue visuelle, que pour se soulager un petit peu les yeux. Et je vous invite vraiment à déconnecter de tout ce qui est numérique et vraiment à prendre 5 vraies minutes de pause parce que ça nous recharge nos fonctions cognitives et on est encore meilleur pour la prochaine session de 25 minutes. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que oui, c'était assez complet. En plus, il y avait déjà une slide de prévu. Il était choqué. donc merci pour la réponse. Donc voilà, après, il faudra quitter vos ordinateurs du coup après ce meet-up. Il y a une deuxième question du coup de Philippe Henry. Dans la partie tri des tâches, la question est-ce que je peux faire cette tâche en 2 minutes? Est-ce que ça fonctionne aussi pour des temps un peu plus longs, par exemple 10 minutes? Encore une fois, il faut vraiment trouver ce qui correspond à chacun. L'idée, en tout cas, c'est quand on est en train de faire du tri, c'est vraiment de purifier le système, donc c'est de nettoyer en fait. L'idée avec les 2 minutes, c'est vraiment de se dire, si je veux placer cette tâche dans un système ou si je veux la donner à quelqu'un d'autre ou l'écrire ailleurs, ça va me prendre plus de 2 minutes. Donc c'est vraiment de pouvoir venir la traiter maintenant plutôt que d'en faire quelque chose et d'avoir le sentiment d'avancer. Pour moi, mais là je vais parler de mon expérience, 10 minutes c'est un peu trop long parce qu'on n'est plus dans une activité de tri, on est vraiment dans une activité de réalisation de tâches. Donc si la tâche elle prend 2 minutes, j'inviterais plutôt à programmer 2 tâches de 10 minutes sur 25 minutes. Donc, merci, j'imagine que ça répond à la question. Tu nous dis si tu as besoin d'informations complémentaires. Philippe Henry. Une deuxième question du coup de Philippe Henry qui dit, dans les recherches, on parlait de diminution de fonctions cognitives à partir de 45 minutes d'écran. On parle de divertissement ou ça s'applique vraiment à l'écran en lui-même? C'est une bonne question. Est-ce que les 45 minutes, ça s'applique aux distractions? Ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelques années, par exemple, quand j'ai commencé l'informatique,
On parlait de 3 secondes, par exemple, sur le temps de chargement d'un site internet. On disait qu'au bout de 3 secondes, les gens quittaient. Du coup, si notre site internet était trop lent, on n'avait pas d'engagement. Il y a quelques années, avant le Covid, on était plutôt en millisecondes. Maintenant, on est en microsecondes. Donc, on sait que l'exigence, elle augmente et que notre perception de la rapidité, elle est aussi impactée par tout le numérique qu'il y a autour de nous. Donc, les fonctions cognitives, elles diminuent de façon drastique. En fait, plus le temps passe et plus on passe de temps devant les écrans. Je sais que, alors là, voilà, faudrait que je retrouve les recherches et les chiffres exacts. En tout cas, là, comme ça, de mémoire, sur une vidéo, il y a quelques années, on était à 25 minutes avant d'avoir une perte de fonction cognitive. Aujourd'hui, on est plus autour de 10 minutes. Ça, c'est en grande partie lié au scroll, où on a l'habitude d'avoir des contenus très courts et intenses sur l'espace de quelques secondes ou minutes. Je peux dire ça, en tout cas, ouais, nos fonctions cognitives, elles sont de plus en plus impactées. Sur les distractions et les divertissements, ce qu'on remarque, c'est que, et pareil, c'est les recherches qui datent un petit peu, mais de mémoire, quand on est par exemple devant un écran pour se détendre, on n'est pas vraiment au repos puisque notre cerveau a presque autant d'activité cérébrale que quand on est au travail. Quand on regarde une série par exemple, ou quand on est en train de regarder une vidéo par exemple sur le temps du midi, on n'est pas vraiment au repos. Ce que je peux partager. Merci. Vivien qui dit qu'il va falloir réduire les journées de travail à 4 heures par jour. C'est la seule solution. Ouais, en tout cas, il y a des recherches intéressantes sur le sujet. On montre qu'on est performant cognitivement 4 à 5 heures par jour sur le travail, et donc sur le reste du temps de travail, on inviterait à plutôt utiliser du Pomodoro, où on va venir recycler les fonctions cognitives plus régulièrement.